Juliane Samama, laissé pouvoir à Jean-Paul Regnault, Jean-Marc Ritalet. Présent. Patricia Poffet. Présent. Bruno Carani. Présent. Astrid Bénard. Présent. Jérémy Arthuis, laissé pouvoir à Claude Garot. Émilie Ferret, doit présent. Julien Martineau. Présent. Rachid Alberge. Présent. Jacques Martin. Présent. Céline David. Présent. Patrick Clay, laissé pouvoir à Anne-Marie Dugno. Nadia Djani doit nous rejoindre. Joël Rivière. Présent. Patrick Paul Vérénique. Présent. Sophie Duhochel. Présent. Bernard Morin. Présent. Xavier Dubois. Présent. Valérie Gamme. Présent. Yael Herth. Présent. Très bien. Le quorum étant atteint, nous pouvons ouvrir ce conseil municipal. Il convient tout d'abord d'approuver le procès-verbal du 22 mars dernier. Y a-t-il des remarques? Oui, monsieur Paul Vérénique. Sur le point numéro 5, il est noté 3 abstentions du groupe de M. Xavier Dubois, mais Mme Duchot-Pochel s'était abstenue. Très bien. Nous prenons note de la rectification demandée. Sur le point numéro 6, sur les délégations, Mme Duchot-Pochel et moi-même avions tous deux souligné que certaines des décisions pour lesquelles vous demandiez délégation pouvaient attendre, elles n'étaient pas à caractère urgent pour le bon fonctionnement de la commune. C'est une formulation que nous aimerions qu'elle soit remise dans le PV. Pas de problème. Et puis enfin, le dernier point, c'est le numéro 7. Sur les indemnités, vous aviez dit que tout travail mérite salaire. Et nous demandons que ce soit bien remis dans le PV aussi. Pas de souci. Merci. D'autres remarques? Non. Eh bien, écoutez, je mets ce PV au voix. Pas d'objection, pas d'abstention. Il est adopté. Nous en venons à la désignation d'un secrétaire de séance. J'ai reçu la candidature de Jacques Martin. Y a-t-il d'autres candidats? Non. Jacques Martin est donc désigné secrétaire de séance à l'unanimité. Vous avez communication d'une demande de protection fonctionnelle qui vous a été adressée. Nous en venons aux délibérations à proprement parler avec les affaires générales et il convient de donner habilitation au maire pour pouvoir signer les conventions de mise à disposition de locaux et matériels pour les associations mensoises à titre gratuit et temporaire. Y a-t-il une remarque sur cette délibération purement formelle? Non, je n'en vois pas. Des votes contre, des abstentions. C'est donc adopté. Alors, un correctif sur une désignation concernant nos représentants au conseil d'administration, Marie-Laurent Saint. Il avait été désigné Bruno Carani et Jean-Marc Ritalet. Bruno Carani siège déjà au titre des représentations régionales et donc il vous est proposé de délibérer pour maintenir Jean-Marc Ritalet en titulaire et proposer Christian Mitous en suppléant. Des remarques? Pas de remarques? Madame Duhochel. Une minuscule remarque, mais entre le cumul et le monde du service, ça fait tâche. Merci de votre avis qui me fait absolument pas tâche, Madame Duhochel. Nous en venons au point financier et la parole est à Christine Tédassou-Boussard. Bonsoir, donc nous allons aborder l'adoption de règlements budgétaires et financiers. Depuis la mise en place de la M57 et de toute nomenclature comptable, nous avons l'obligation d'adopter un rapport budgétaire et financier. Il décrit en fait les procédures budgétaires de la collectivité. Il est valable sur la durée de la mandature et il doit être délibéré avant toute prise de délibération budgétaire. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, est-ce que nous pourrions avoir en page 7, il est indiqué la tenue d'inventaire? Est-ce que ce serait possible d'avoir accès à. Pouvez-vous mettre le micro qu'on vous entende? Oui. Oui, c'est Non, là. non. Est-ce que je peux. Juste pour Pour demander. l'allumer? Il est fait état de la tenue de l'inventaire. Vous pouvez tout savoir si nous pouvions avoir accès à l'inventaire, à la liste de l'inventaire. L'actuel et le CD. Nous prenons en compte votre demande, pas de souci.
Nous allons donc procéder au vote. Qui est pour? Contre? Abstention? Merci. La deuxième délibération concerne le rapport d'orientation budgétaire. Donc, le débat d'orientation budgétaire constitue une étape importante et essentielle du cycle budgétaire des collectivités territoriales. Il est organisé 2 mois, dans les 2 mois qui précèdent le vote budgétaire et donc suivra notre vote du budget. Il permet de débattre sur les priorités budgétaires. Ce débat s'appuie sur un rapport qui retrace la situation financière et économique de la collectivité, les prévisions d'évolution des dépenses et des recettes, les engagements pluriannuels, la gestion et la structure de la dette, ainsi que pour les communes de plus de 10 000 habitants, l'évolution des effectifs et des dépenses du personnel. Ce budget 2026 s'inscrit dans un environnement économique incertain et contraint, puisqu'on a eu un ralentissement de la croissance mondiale et européenne, une croissance française qui est modérée avec une augmentation du PIB de 0,8% en 2025 et une inflation connue avec un climat économique attentiste. On a une dette publique française qui est élevée avec plus de 118% du PIB. La loi de finances impose un effort significatif aux collectivités. Je vous rappelle qu'elle s'est concrétisée dans un contexte particulier, puisqu'on est passé par une loi de finances spéciale pour ensuite adopter notre loi de finances le 2 février 2026. Chose importante, elle impose une contribution au redressement des comptes publics pour 2 milliards d'euros, une annonce des dotations globales de fonctionnement gelées ou parfois légèrement en baisse, et une baisse de certaines aides, notamment au niveau de l'État, du fonds vert et du TESIF, qui sont des dotations importantes pour les collectivités. Nous devons toujours supporter la hausse des charges de plus de 3% imposées sur les cotisations employeurs à la caisse de retraite des agents. Je vous rappelle que c'est une hausse de 0,3% qui sera imposée aux collectivités jusqu'en 2028. Ce qui génère pour notre collectivité une hausse mécanique d'à peu près 150 000 € sur notre masse salariale. Ce qui veut dire qu'on contraint les collectivités et ça implique une autonomie financière et une pression inclue au niveau des budgets locaux. Et par conséquent, notre collectivité, la commune, doit adapter sa stratégie budgétaire en conciliant la maîtrise des dépenses et le maintien de sa capacité d'investissement. La situation financière de la collectivité en 2025 de la ville est maîtrisée. On a un exercice 2025 qui se caractérise par un excellent fonctionnement de 2,3 millions d'euros, un déficit d'investissement de 2 millions d'euros, notamment dû à des recettes de subventions en attente. Cet excédent de fonctionnement est intégralement mobilisé pour financer les investissements. Nous pouvons dire que nous avons poursuivi une politique d'investissement soutenue avec des dépenses d'investissement à hauteur de 11,6 millions d'euros. Les principales réalisations sont l'achèvement de la construction du centre technique municipal, l'acquisition en VFA du futur auditorium, l'aménagement d'une salle de danse et de musique en sous-sol de la salle Michel-Ange, les travaux de rénovation thermique sur les bâtiments communaux, notamment sur la mairie Monique Saillet. Au niveau de la voirie, nous avons la requalification de la rue des Châteries, le réaménagement des rues du Bel Air et de Nord-Métaux et la poursuite du plan vélo. Sans oublier tout ce qui est transition énergétique et la première tranche de remplacement de l'éclairage public en laine. Également la sécurité, la poursuite de l'extension de la vidéoprotection avec 6 nouvelles caméras et la création d'une brigade de moto à la police municipale. Nous pouvons donc dire que la ville a mené une politique volontariste avec un plan d'investissement ambitieux, malgré les contraintes imposées par l'État. Par ailleurs, l'endettement reste maîtrisé avec une dette sécurisée, majoritairement à un taux fixe, avec un encours de la dette à 22,4 millions d'euros et à un taux moyen de 2,48%. On peut dire que nous avons une situation saine avec une visibilité sur le long terme. Les prévisions pour notre budget 2026, qui sera donc un budget inscrit sous le signe de la rigueur. Ce budget impose une stratégie prudente et responsable,
avec un objectif clair, continuer à investir sans dégrader l'équilibre financier de la collectivité. Cela va se traduire par une maîtrise stricte des dépenses de fonctionnement, une stabilité globale des recettes, un maintien du niveau du service public et un niveau d'investissement toujours élevé mais priorisé. En 2026, nous poursuivrons donc un programme d'investissement ambitieux avec des dépenses à hauteur de 12,5 millions d'euros, dont des dépenses nouvelles à hauteur d'environ 9 millions d'euros. Les priorités seront la reconstruction du groupe scolaire de la Janotte, qui, je vous le rappelle, est un projet majeur et pluriannuel pour un montant approchant les 25 millions d'euros. Nous poursuivrons les travaux sur les bâtiments communaux avec l'achèvement de la salle de danse et de musique, l'agrandissement de la salle d'armes et l'acquisition en VEFA d'un auditorium. Au niveau des voiries et des mobilités douces, nous aurons la requalification des rues du Bel Air et de l'Ormétaux et la poursuite du plan vélo. Nous poursuivrons également notre plan lumière dans sa deuxième phase avec le passage en LED. Et au niveau de la sécurité et de la vidéoprotection, nous investirons dans 8 caméras supplémentaires. Nous pouvons donc dire que c'est un budget tourné vers le patrimoine, la transition énergétique et la qualité de vie pour les Lensois. En fait, ces investissements correspondent à des besoins concrets pour nos habitants. Le financement de ces investissements sera assuré par, d'une part, notre autofinancement, un autofinancement significatif qui se monte à 1,5 million d'euros, des subventions pour à peu près 600 000 euros et un recours à l'emprunt. Notre section de fonctionnement, notre budget global de fonctionnement est stable et devra atteindre 26,9 millions d'euros. Les dépenses évoluent faiblement avec une hausse qui sera limitée d'à peu près 1,38%, et ce malgré la hausse mécanique, nous l'avons vu, déjà vu des charges du personnel, notamment liées à l'augmentation des cotisations de la CNRACL, sans compter le contexte inflationniste. Les recettes restent prudentes et reposent principalement sur la fiscalité locale, qui est la ressource principale, les dotations de l'État, stables, mais toujours incertaines, et un maintien des recettes sans augmentation significative. Concernant les ressources humaines, nous avons un effectif stable de 349 agents. La masse salariale projetée s'élève à 14,3 millions d'euros en 2026, ce qui correspond à plus 1,45% d'augmentation. Cette augmentation est modérée et est due principalement à la progression naturelle des carrières, ce qu'on appelle le GVT, et la hausse des cotisations retraite. Nous portons une attention toute particulière à la maîtrise de cette dépense, tout en garantissant la continuité et la qualité toujours du service public. Nos orientations s'inscriront également dans une programmation pluriannuelle qui vise à moderniser les équipements, améliorer les performances énergétiques et accompagner le développement de la ville. En conclusion, on peut dire que ce budget 2026 sera tourné sur un budget d'équilibre et de responsabilité. Il va se traduire par une gestion prudente dans un contexte contraint, avec une capacité à maintenir l'emprunt et une volonté de préserver nos services publics. Il s'agit d'un budget responsable, équilibré et tourné vers l'avenir. Est-ce qu'il y a des interventions ? S'il n'y a pas d'intervention, nous prenons acte. Excusez-moi. Eh bien, je voudrais tout d'abord souhaiter la bienvenue à Madame le rapporteur, un nouveau rapporteur pour les anciens comme moi, qui n'en avait connu qu'un pendant de nombreuses années. Je vous souhaite d'avoir le même succès que Claude Garot, qui était une sorte de Paganini des finances publiques et qui nous a toujours éclairé sur les chiffres et qui a toujours répondu aux questionnements. Alors, au-delà de ça, l'Europe que vous venez de nous présenter, on le sait tous, en tous les cas les anciens, c'est un document d'intention, vous l'avez dit, document de
préparation du budget, qui ne donne pas le détail des chiffres. Nous l'avons regardé le plus scrupuleusement possible. Il est commis à travers une trentaine de pages et on souhaite, il n'y a pas de vote, c'est indéniable, mais s'il y avait un vote, nous nous serions abstenus, ce qui vous donne l'état d'esprit de l'examen que nous en avons. Et on aura le même vis-à-vis du budget, où là, on entrera plus dans les chiffres et on sera peut-être un peu plus questionneur et un peu plus demandeur de renseignements. Au niveau de ce document, ça va être un peu redondant avec ce que vous avez dit au début. Vous avez plusieurs fois employé le mot prudentiel. Vous avez raison. On y souscrit totalement. Dans les 7 premières pages du document, c'est traditionnel. On fait l'historique de l'environnement économique national et mondial. Donc on peut, et ça, je pense que ça a une incidence dont vous tiendrez compte sur le budget. Il y a 2 risques. Un risque d'explosion des coûts d'énergie, avec les conséquences qu'on peut tous imaginer, et c'est plus spécifiquement pour notre commune, dont on sait que le principal mode de chauffage, c'est le gaz. Tout notre parc est tout gaz. Quand on voit les explosions du fioul et du gaz, même si c'est peut-être temporaire, j'espère que ça durera un coup tout le monde, que ça ne reparte pas à la hausse avec ce qui se passe au Moyen-Orient, il y a un risque de dérapage fort. Vous avez aussi un risque de dérapage sensible sur les taux d'intérêt. C'est conséquent. Donc ces 2 risques, je pense qu'il est de bonne pratique que dans le budget, sur beaucoup de postes, vous puissiez avoir ce qu'on appelle des aléas, des marges de manœuvre. Donc c'était juste une remarque prudentielle qu'on voulait vous faire. Alors, je ne vais pas vous assommer avec les chiffres, mais on n'a non pas été interpellé, mais sur 2 grands vecteurs, sur votre présentation de la dette. Et je ne vous demande pas de répondre là, puisqu'on verra tout ça au budget, mais je crains, mais on n'a qu'un document qui est quand même succinct. Page 12, vous nous faites, et c'est bien normal, un état de la dette, qui est d'un peu plus de 22 millions 374. La page précédente, page 11, vous parlez d'un emprunt 2025 de 2,4 millions. Bon. Je voulais savoir s'il est dedans ou pas. Question. Et de même, c'est quand même lié au niveau de la dette. Là, je fais un petit flashback. Sur le BP 2025, à ma connaissance, vous vérifierez, plus de moyens que moi, il y avait, semble-t-il, un restant dû sur l'école de la Verville d'un peu plus de 6 millions, de mémoire 6,6 millions, qui, me semble-t-il, s'il n'a pas été soldé, je pense qu'il y a eu des remboursements, voilà, il devrait apparaître dans un montant global de dette. Donc, bien sûr, en déduisant ce qui a été remboursé sur ces 6,6 millions. Voilà. Donc, voilà. Donc, si vous pouvez, non pas nous aider aujourd'hui, mais juste en prendre acte, et on y reviendra dans le cadre de budget, nous faire un focus sur la dette et nous dire si on fait fausse route, si on s'est trompé, si on a des doublons. Troisième et dernier point au niveau du ROM, c'est une question. Si on va un peu plus loin, page 17, sur la taxe d'aménagement que vous commettez, et on vous en remercie,
je ne l'ai pas fait, mais nous remercions les services aussi pour la qualité des documents qui nous sont transmis. Je suis sûr qu'au budget, ça sera obligatoirement plus les 30 pages. Page 17, je vois sur la taxe d'aménagement pour 2026, il y a seulement 100 000 euros. Donc la taxe d'aménagement, c'est lié aux constructions. Les nouveaux ne connaissent pas, mais bon, il y a soit le pub, soit la taxe à un taux. Et je trouve que c'est faible. Voilà. Mais j'ai vu dans votre tableau qu'il est dégressif. Il y a 2 ans, il y avait un chiffre un peu plus élevé. L'an dernier, pareil. Et cette année, pareil. Ça me semble être un peu en décalage avec les constructions que nous voyons. Il y a sûrement une explication. Et en corollaire de ça, j'ai pas vu, mais à mon avis, c'est pas à ce niveau-là. En termes de recettes, au niveau non pas des taxes d'aménagement, mais des CUP, des projets urbains partenariaux, qui sont dans la commune, pourquoi pas, plus la pratique globalement que les taxes d'aménagement, on ne les voit pas. Alors peut-être qu'on ne peut pas les voir au niveau d'un ROB, mais je voulais vous demander si vous pouviez bien les individualiser dans ce que vous nous présenterez au niveau du budget dans quelques semaines. Voilà, au point de votre document, les remarques et remarques que je vous demande de prendre en contribution. C'est pas de manière négative. Voilà, donc. Merci de ces remarques. Voilà. Oui. Merci de ces remarques, nous en prendrons acte. Et effectivement, de toute façon, le contexte économique tel qu'il est nous incite effectivement à une prudence et bien sûr pris en compte dans ce budget 2026. On a parlé du contexte économique, de l'inflation, pas de souci là-dessus. Et pour le chiffre de la table, bien évidemment, dans des prospectives financières, nous optons toujours pour la plus grande prudence et c'est vraiment quelque chose qui peut être amendé via des décisions modificatives, mais sur cette indication, en tout cas en page 17, ça nous permettait d'être très raisonnable et d'envisager l'avenir avec du positif. Merci. Je vous souhaite de faire le moins de DM possible, 2, 3, 5, 10 ou 12. Merci, nous prenons donc acte de ce rapport d'orientation budgétaire. Oui, bonjour. Attendez, je crois qu'il y avait une demande d'intervention sur l'autre groupe. Je ne veux pas parler à votre place. Oui, bonjour. D'une façon générale, moi je suis étonné que la section de fonctionnement ne soit pas utilisée que pour le fonctionnement. Je sais que comptablement on peut, pas de souci. Et donc quand je vois qu'il y a près de 5,75, 6% du budget de fonctionnement qui est économisé quelque part pour alimenter l'investissement, voilà, c'est une orientation qui m'interroge, qui va nous interroger. Sur la dette, tout ça, je ne reviendrai pas, tout a été dit. Ce qui nous pose problème également, c'est de voir l'extension des caméras pour la protection. Et notamment dans le PPI, chaque année, on rajoute 5-6 caméras. Bon, voilà, c'est pas trop dans notre philosophie et quelque chose qui nous, en termes d'orientation, nous pose problème. Voilà. Merci. Ce qu'il faut savoir en fait sur les. Et excusez-moi, sur le fonctionnement, bon, quand on voit le nombre de contractuels, on se dit qu'il y aurait peut-être des sommes à consacrer à l'embauche plutôt que de les économiser pour encore des investissements et que des investissements. Excusez-moi. Merci. Bien. Si vous permettez juste 3 mots par rapport aux interventions qui ont pu être faites.
Alors qu'effectivement, le ROB est un document par nature d'intention qui préfigure quand même largement ce qu'est ou ce que sera le budget de la commune. Bon, il ne vous étonnera pas que sur les caméras, nous avons une philosophie, comme d'une certaine manière sur la sécurité, radicalement inverse de ce que vous pouvez proposer ou défendre. Mais ceci étant, moi je ne fais grief à personne, et si on pense être plus en sécurité à Saint-Denis ou à la Courneuve, il ne faut surtout pas hésiter à aller vivre à Saint-Denis ou à la Courneuve plutôt qu'à Nancy. Et pour le coup, moi je n'ai aucun jugement de valeur. Après, chacun choisit chez lui ce qu'il veut faire, et ici les électeurs ont largement tranché cette fois-ci, comme d'ailleurs lors des élections précédentes, pour la politique de prévention, je dis bien de prévention et de sécurité, parce que dans la vie on doit marcher sur deux jambes que nous proposons, et dont la vidéoprotection fait totalement partie. Après, c'est une question de choix, c'est une question de doctrine, et je respecte parfaitement les choix qui sont les vôtres ou les orientations qui sont les vôtres là-dessus. Pour le coup, ça ne sera pas les nôtres, et autant, moi je suis plutôt quelqu'un qui aime bien, lorsqu'il est possible, trouver des consensus, ou trouver des moyens de rassembler, autant là je pense qu'en tout cas, sauf à ce que vous-même évoluez et soyez amené à vous dire que finalement tout n'est pas aussi pénible que ça à Nancy, ville sous vidéoprotection, et que vous reveniez vous rapprocher de nous, je ne suis pas sûr qu'on arrive à réduire ce fossé entre nos positions. Donc nous continuerons à développer de la vidéoprotection de manière importante, pour ne pas dire massive. Nous continuerons à développer la police municipale, les moyens qui lui sont donnés. Nous continuerons à développer l'ensemble de nos dispositifs, qu'on parle des opérations de proximité, de vacances, du CLSPD, des voisins vigilants, j'en passe, de la veille éducative, j'en passe et j'en oublie. C'est une orientation, pour le coup, au sens de principe du terme, majeur pour notre commune. Mais encore une fois, je n'ai aucun problème sur le fait que vous préfériez d'autres orientations que celle-ci. Sur la question, pour entrer un peu dans les 3-4 points évoqués par l'autre responsable de groupe, sur la question énergétique, alors effectivement, personne ne peut savoir de quoi sera fait demain. Quand on a un président de la première puissance mondiale qui est semi-fou et totalement d'extrême droite, qui a quand même, quand il a été élu, M. Bardella, Mme Le Pen, l'ensemble de leurs orateurs applaudissaient des deux nageoires au grand leader qui allait révolutionner l'humanité et contribuer à stabiliser le monde. On voit ce que donne l'extrême droite et ce que donnent les choix de Mme Le Pen et de M. Bardella. Ça donne une bordélisation totale du monde, ça donne des dizaines, des centaines peut-être de milliers de morts, ça donne des atteintes au droit international absolument folles. Et ce qui a été enclenché par un seul homme, soutenu par l'extrême droite en France, ce qui a été démarré il y a un peu plus d'un mois, personne ne sait jusqu'où ça ira. Donc je trouve toujours assez amusant, un côté pompier pyromane, mais de voir ceux qui font partie d'une sensibilité qui se réjouissait de l'arrivée de ce monsieur s'inquiéter des conséquences de ses actions aujourd'hui. Pour autant, afin de rassurer tout le monde, en tout cas sur du court terme, nous avons aujourd'hui un contrat de gaz à prix fixe et garanti jusqu'à mi-2027. Donc on peut espérer, si effectivement les choses reviennent à un état qui ne sera probablement tarifairement jamais l'état antérieur, mais en tout cas revient sur des tarifs un peu plus proches que les hausses de 20-25% qui ont été enregistrées depuis une quarantaine de jours, on peut espérer n'avoir pas à le subir, et si nous aurions à le subir, cela ne serait qu'en 2027, concernant la question du tarif du gaz. Sur la question de l'emprunt 2025, bien évidemment, celui-ci figure dans les chiffres qui vous ont été donnés. À noter d'ailleurs que 2025 a correspondu à un désendettement de capital d'emprunt de l'ordre de 600 000 €, si ma mémoire est bonne, mais c'était plutôt une année de réduction du capital de l'emprunt. Concernant la Verdille, sujet que
connaît hautement bien un des candidats à cette élection, M. Ferret, puisque c'est lui qui avait monté ce dossier-là au travers d'un PPP, un partenariat public-privé, qui n'est pas intégré dans la dette, mais qui continue bien évidemment à être remboursé, puisque ce PPP s'achèvera en 2030 ou 2031, dossier que connaît parfaitement M. Ferret, qui en général donne des leçons sur tout et à peu près n'importe quoi, mais en tout cas, pour le coup, qu'il maîtrise, et donc je pense qu'il est à même de répondre à toutes vos interrogations sur le sujet. Sur la taxe d'aménagement, effectivement, il y a d'une part deux choses dessus. Ça montre que contrairement aux caricatures qui ont pu être véhiculées pendant la campagne, visiblement, il n'y a pas tant de construction que ça. Et puis la deuxième chose, c'est aussi une approche prudentielle, parce que vous le savez aussi bien que l'ensemble des élus ici, la taxe d'aménagement, elle est récupérée par les services fiscaux, et lorsqu'une taxe d'aménagement correspond à un permis de construire, nous ne savons pas à quel moment celle-ci sera collectée par les services fiscaux, puisqu'elle dépend de la réalité de l'avancée des travaux et ensuite de la collecte qui en est faite par les services fiscaux. Donc il y a toujours une part d'estimation sur une taxe d'aménagement, effectivement, contrairement au PUP, où ça correspond à une date ou à une avancée travaux dans le cadre des opérations fléchées et qui sont portées dessus. Voilà, je pense avoir pu apporter quelques éléments, mais ce débat se poursuivra avec Christine Pédassou-Boussard lors de l'examen budgétaire, et je ne doute pas qu'elle s'inscrive dans les pas de Claude Garot, y compris les miens, puisque j'ai eu le bonheur d'être votre adjoint en finance, mais visiblement vous l'avez oublié, ça doit faire trop longtemps. Ceci étant, nous passons à l'urbanisme, et je passe la parole. Oui, monsieur Paul Verrelli. Oui, je trouvais que le lien avec la Courneuve, Saint-Denis, c'est un peu caricaturé. Le fait est qu'on s'opposerait à ces caméras parce qu'il y en a déjà beaucoup, que si nous avions été élus, on ne les aurait pas démontées, comme ça a pu être dit pendant la campagne, on les aurait conservées parce qu'elles sont là, elles rassurent la population, et on ne va pas s'amuser à les démonter, ce serait stupide. Mais à partir du moment où on est une des communes, voire la commune d'Essonne, d'Île-de-France et peut-être même de France la mieux équipée, c'est discutable d'avoir à en rajouter encore. Il faut discuter, voir où, pourquoi, etc. Et c'est pas simplement par principe qu'on rajoute des caméras, c'est par utilité. Voilà, simplement, je voulais, parce que il y avait un petit sentiment de caricature, et je voulais remettre quelque chose. Bon, il n'y a aucune caricature, il y a des constatations sur des différences de choix. Quand on choisit de ne plus acheter de munitions pour les LBD, c'est des choix. Quand on choisit d'inciter ces policiers municipaux à partir massivement d'une commune, c'est des choix. Quand on décide de ne plus investir, vous auriez peut-être fait différemment, je ne sais pas comment vous auriez fait avec votre voisine d'un point de vue de doctrine, enfin ça c'est encore une autre question, mais quand on choisit de ne plus investir dans des caméras ou de démonter des caméras, c'est des choix. Quand on choisit de s'étonner dans le cadre d'un débat d'orientation budgétaire qu'il y ait des crédits fléchés pour des caméras, c'est des choix. Et effectivement, moi je ne vous reproche pas de faire ces choix-là, je vous dis juste que c'est fait dans certaines communes, qui en général sont gérés par vos amis, et que ça n'est pas les choix que nous faisons, les choix que nous portons. Mais après, chacun est libre, effectivement, lorsqu'il est en schéma de responsabilité, de faire les choix qu'il souhaite, et surtout les choix pour lesquels il a été élu. Et quant aux caméras, vous savez, depuis maintenant des années, je fais beaucoup de réunions de quartier, beaucoup de visites de terrain, il n'y en a pas une où on ne demande pas davantage de caméras. Ceci étant, je ne vous convaincrai pas, et je veux dire, je ne cherche pas à le faire. Ce qui m'intéresse, c'est pas tant de vous convaincre, vous, mais il faut ouvrir les oreilles et les yeux. On va faire comme les trois petits singes, en tout cas pas sur GA, sur ce sujet-là, de couper, de fermer les yeux, de fermer les oreilles, de fermer la bouche. Voilà. En tout cas, écoutez, je ne vous convaincrai pas, en tout cas pas aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, c'est de convaincre les Nettois sur ce sujet, et je pense que la question a été tranchée. Ceci étant, donc, le débat d'orientation budgétaire s'est bien tenu. Je passe la parole à Anne-Marie Lugnot concernant l'urbanisme. Merci, bonsoir à tous. Donc, je vais vous faire une présentation globale des délibérations et elles seront évidemment approuvées l'une derrière l'autre. Il s'agit de toutes les délibérations concernent la cession de 2 bâtiments de
délibération du 26 septembre 2025 a approuvé le projet de vendre les 9 appartements et les garages suite à la résiliation du bail emphytéotique que nous avions avec le CDC Habitat. Des mandats de vente ont été donnés à toutes les agences immobilières de Melcy, enfin celles qui les ont acceptées. Le prix que nous demandions par amorcement était celui des domaines, avec augmenté de la marge de 10% que nous accorde les domaines. Donc nous sommes liés par ce prix. Un règlement de copropriété vous est proposé dans cette première délibération. Il permet d'établir l'état descriptif de division, de déterminer la destination et les éléments de l'ensemble immobilier bâtiment par bâtiment, de fixer les droits et obligations des copropriétaires ou d'en déterminer les conditions d'exercice et d'exécution, d'organiser l'administration de l'ensemble immobilier. Avez-vous des questions sur le règlement de copropriété? Non, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc, la première vente concerne le lot 1, qui est un appartement de 48,40 mètres carrés. Avec le lot 6, une cave, et le lot 24, une place de stationnement. Il est proposé à la vente à M. Alan Maury au prix de 112 200 € net vendeur, avec une commission d'agence de 11 000 € pour l'agence L'Adresse. Avez-vous des questions? Oui. Bonsoir madame, en préambule, vous avez parlé de 9 appartements, dans la liste il n'en est fait compter que 8. Parce qu'il y a un appartement, le lot numéro 4, qui n'a pas encore été attribué. Nous avions une promesse de vente, mais la personne s'est désistée, donc il a été relié dans toutes les agences, et peut-être que nous pourrons avoir une délibération au prochain conseil. Merci. Sur cette vente, y a-t-il des personnes contre? D'abstention? Quelqu'un veut acheter le dernier appartement? Pour le moment, nous avons une offre qui n'a pas encore été acceptée, mais nous avons une offre. Alors là, il s'agit du lot 5. Le lot 5, ce sont les garages de 40,40 mètres carrés. Proposés à M. et Mme Victor et Olesia Zulepa au prix de 36 850 € net vendeur, avec 3 150 € à l'agence 6e avenue. Pas de questions? Personne contre? S'abstient? Non. Là, le lot 2, qui est un appartement de 88,90 mètres carrés, avec le lot 7, la cave, et le lot 25, la place de stationnement. Pour M. et Mme Victor et Olivia Zulepa, au prix de 166 100 € net vendeur, 8 000 € pour l'agence 6e avenue. Des personnes contre, des abstentions? Merci. Le lot 3, appartement 101 mètres carrés, avec le lot 9, la cave, et le lot 20, la place de stationnement, pour Mme Anaïs Torchman, au prix de 178 200 € net vendeur, 8 000 € pour l'agence Orpi. Des personnes contre, des abstentions? Merci. Le lot 10, un appartement de 87,20 mètres carrés, avec le lot 15, la cave, et le lot 26, la place de stationnement, pour M. André Maury, prix de 162 800 € net vendeur et 11 000 € de frais d'agence à la presse. Des personnes contre, abstention? Merci. Le lot 11,
11, appartement 90 mètres 50, avec le lot 16 en cave, le lot 22 la place de stationnement, pour monsieur et madame Rouslan et Larissa Tsoufik, au prix de 169 400 euros, net vendeur, et 8 000 euros pour l'agence 6e avenue. Personne contre, abstention. Le lot 12, 98,50 mètres carrés, avec le lot 17 cave et le lot 23 place de stationnement, pour madame Justine Berger, au prix de 173 800 euros net vendeur, plus 8 000 euros d'agence 6e avenue. Question? Non. Personne contre? Abstention? Merci. Le lot 13, 90,20 mètres carrés, avec le lot 19 cave, le lot 27 la place de stationnement pour madame Sandra Merlier, au prix de 168 300 euros net vendeur et 8 000 euros pour l'agence Century 21. Des personnes contre, l'abstention, merci. Et le dernier lot pour aujourd'hui, le lot 14, appartement de 101 mètres carrés 40, avec le lot 18 cave et le lot 28 stationnement. Pour monsieur et madame Valentin et Kouslava Hupenoir, au prix de 178 200 euros net vendeur, plus 8 000 euros pour l'agence Century 21. Personne contre, des abstentions. Merci. Merci, Madame la rapporteure. Concernant les travaux, la parole est à Jean-Paul Reynaud. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues et chers collègues. Donc, pour ce qui me concerne, j'ai deux délibérations à vous présenter aujourd'hui, qui toutes les deux concernent des autorisations à donner à Monsieur le maire pour solliciter des subventions dans le cadre de projets d'investissement que nous envisageons. Donc, la première délibération concerne l'opération d'extension et de renaturation de la cour de l'école de la Sablière. Et nous comptons solliciter une subvention dans le cadre de ce qu'on appelle des ILD, la dotation de soutien à l'investissement local. Alors, je rappelle que le projet d'extension et de renaturation de la cour de l'école de la Sablière s'inscrit dans une démarche de développement durable dans laquelle la commune s'est engagée depuis déjà 15 ans. Le projet consiste en l'extension de la cour de récréation existante sur l'emprise de la rue des Écoles que nous avons, vous l'avez déjà constaté, fermée à la circulation des véhicules déjà depuis plusieurs années. Il porte également sur la renaturation de l'ensemble de cette cour sous la forme d'une cour oasis pouvant accueillir le public extérieur en dehors du temps scolaire. L'objectif de ce projet est de rafraîchir et d'agrandir la cour de l'école, d'améliorer la qualité de l'air, de limiter l'effet d'îlot de chaleur urbain sur cet espace, d'offrir un cadre de vie plus agréable et plus ludique pour les élèves et d'améliorer le confort des habitants fréquentant les espaces publics. Bien entendu, les espèces végétales choisies seront adaptées au contexte urbain et seront des essences locales résistantes à faible entretien et, je rajoute, adaptées également au cadre scolaire, ce qui est la moindre des choses s'agissant d'une cour d'école. La durée des travaux d'aménagement est estimée à 8 mois, donc ce serait un achèvement qui pourrait être fait à l'automne 2027. Les dépenses prévisionnelles du projet sont estimées à 1 335 360 euros TTC et ces travaux sont éligibles donc à la DESIL pour 2026 plafonnée à 200 000 euros. Donc vous avez en annexe le plan de financement de cette opération pour lequel nous avions déjà une subvention de la région de France de 160 000 euros. Et donc il vous est demandé d'approuver la demande de subvention et d'autoriser Monsieur le maire à signer les documents nécessaires. Avez-vous des questions? Madame Dubochet. En commission de travaux, j'avais fait remarquer que dans la délibération, il n'y avait pas un peu vu sur la délibération qui demandait la subvention conseil régional qui aboutit évidemment au plan de financement que nous avons dans la présente délibération d'aujourd'hui. Et d'autre part, nous avons des questions sur l'aspect environnemental des travaux, mais le temps de plonger dans les documents de la votation précédente.
Je ne sais pas à quel point le projet a déjà été découpé en différentes tranches de travaux. Donc, nous allons avoir le détail des opérations qui vont être effectuées, et notamment en ce qui concerne la potentielle pollution sol par enfouissement de gravats, et notamment, étant donné que dans des communes voisines, il a été constaté des choses pas très nettes de la part de certaines sociétés, savoir donc, si le nom de la société qui sera en charge d'excaver, ensuite d'évacuer les gravats, elle est pas connue. Bon, plusieurs choses dans votre question. Donc, concernant le dernier point, il y a de toute façon systématiquement, et dès qu'on enlève quelque chose, des analyses de sol. Donc, elles seront faites comme dans tous nos projets par rapport à de la déconstruction d'un site existant, puisque de fait, il va falloir effectivement casser l'enrobé existant. Donc, bien entendu, ce sera fait. Et il est évident que c'est fait dans les règles de l'art. Il peut également y avoir, ça arrive, des réseaux enfouis, anciens, avec des matériaux qui sont des matériaux problématiques. Donc tout ça, c'est systématiquement regardé avant l'action. Je rappelle que par ailleurs, ce projet il a été élaboré en concertation avec l'équipe enseignante et les parents d'élèves concernés. Un certain nombre de réunions d'échange, de concertation. Donc tout ça a été établi d'un commun accord après un certain nombre par rapport au projet initial que nous avions pu présenter. Il y a eu des modifications qui intègrent la totalité de ces remarques. Et ce projet a fait l'objet d'une présentation il y a déjà un certain temps. C'est un projet relativement sur lequel nous travaillons depuis pas mal de temps. Et qui est vraiment quelque chose qui répond à la fois à un besoin qui avait été exprimé et à la volonté politique que nous avons de dénaturation, de désartificialisation en particulier sur les cours d'école, et puis l'approche îlot de fraîcheur qui est quand même fondamentale aussi dans ce projet. Voilà. Et je vous demandais si on peut avoir le détail des opérations en termes de travaux. Vous parliez de ce qui va être de l'objectif quand c'est le travail sur le nouvel, le projet quand il sera fini, là-dessus je pense que voilà. Simplement le détail des tranches de travaux qui vont être effectués. Vous n'avez effectivement pas posé la question en commission de travaux, qui est le lieu normalement où on essaie mais c'est normal. Ne pas y avoir pensé à ce moment-là. Moi, ce que je vous propose, c'est que cette réponse vous soit apportée à la prochaine réunion de la commission de travaux. Elle nécessite que les services reformalisent éventuellement la réponse à cette question. Voilà. Peut-être que ce découpage en tranches n'a pas encore été fait parce que le projet Alors, de la maison n'a pas encore été fait. Je ne sais pas ce que vous appelez de... Si le découpage en tranches, pour vous, c'est l'allotissement des travaux par rapport à des trucs, à des entreprises, ça n'a bien entendu pas été fait, puisqu'on est forcément soumis à un processus d'appel d'offres, et tout ça n'a pas été fait. Voilà. Si c'était ça votre question, j'ai la réponse. Voilà. Après, si c'était une question de phasage des travaux par rapport à l'utilisation de l'école, etc., ça c'est un autre sujet qu'on peut évoquer, si vous le souhaitez, lors de la prochaine commission travaux. Y a-t-il d'autres interventions sur cette délibération? J'en vois pas, donc je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour cette acceptation à l'unanimité. Deuxième projet, donc, qui est celui de l'aménagement du nouveau CCAS dans les locaux en construction actuellement à l'angle de l'impasse des Blés et de l'impasse du Haut-Coronneau. Donc, je vous rappelle que nous acquérons en VFA une coque et que cette coque, il faut bien entendu l'aménager à l'intérieur pour pouvoir accueillir dans de meilleures conditions le centre communal d'action sociale qui est actuellement hébergé au 10 avenue de la Janotte dans un local que vous connaissez sans doute tous, qui est vétuste et qui a de toute façon vocation à être
démoli par son propriétaire. On ne dit pas propriétaire de ce local. Donc, il vous est proposé de solliciter, là encore, une subvention, mais ce coup-là au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux, la DETR, à hauteur de 150 000 €, sachant que les dépenses prévisionnelles de cet aménagement sont aujourd'hui estimées à 450 000 € TTC, soit 375 000 € hors taxe. La mise à disposition du local brut est prévue au cours du troisième trimestre de cette année, et il s'agira après de réaliser les travaux dont une durée à peu près de 6 mois, donc un aménagement et une livraison pour le dernier trimestre 2027. Donc la délibération, comme la précédente, vous demande de bien vouloir approuver la demande de subvention DETR auprès de l'État. Avez-vous des questions? Je ne vois pas de questions, donc je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup, chers collègues. Merci Jean-Paul. La parole concernant les points RH est à Christine Félasso-Boussade. Alors, la délibération sur l'état annuel 2025 des indemnités versées aux conseillers municipaux, c'est une délibération qui nous est imposée par la loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement de la vie locale et qui impose, avant l'examen du budget, pour une communication sur l'ensemble des indemnités de toute nature qu'ont perçues les conseillers municipaux sur l'année -1, donc sur l'année 2025. Donc vous avez l'état qui est joint. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, nous avons qu'il est bien marqué conseiller d'opposition 0 €, s'il vous plaît. D'accord. Il n'y a pas de question, nous allons procéder au vote. Qui est contre? Abstention? Merci. Nous continuons sur la délibération traditionnelle, délibération qui est la modification du tableau des effectifs. Le tableau des effectifs correspond en fait à la représentation structurée de l'ensemble des postes et emplois de la ville en précisant leur nature, leur statut et la répartition par service. Il est imposé par le Code général des collectivités, le Code général de la fonction publique. Ce tableau, il vit au rythme des évolutions des emplois en fonction des départs, des avancements de grade, des arrivées. Donc, vous verrez ces délibérations arriver régulièrement. Nous avons dans cette délibération 6 créations, 4 qui sont liées à des avancements de grade et 2 à des remplacements pour recrutement. Les 2 remplacements pour recrutement, ce sont les 2 postes d'auxiliaire de puériculture de classe normale à temps complet. Est-ce qu'il y a des questions? Je mets donc au vote. Qui est contre? Abstention? Merci. Je continue sur la délibération relative à la fixation du nombre de représentants du personnel au comité social territorial, au maintien de paritarisme et à la décision de recueil de l'avis des représentants de la collectivité. C'est une délibération qui doit être prise dans le cadre du renouvellement de ce mandat, dans l'optique des élections professionnelles qui auront lieu le 10 décembre prochain. Il s'agit de fixer le nombre de membres au CST, Comité social territorial. Je rappelle que le CST est une instance de dialogue social qui permet aux représentants des agents et de la collectivité d'être consultés sur l'organisation, le fonctionnement et les conditions de travail. Idem pour la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, qui analyse les risques professionnels et les conditions de travail. On vous indique que le nombre de membres d'information spécialisés sera identique au CST, 5 titulaires, 5 suppléants, qui aura un paritarisme. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, je mets au vote. Contre, abstention. Merci à vous. Merci beaucoup Christine. Alors j'ai des questions de la part de M. Morin et de la part de Mme Duvochel.
Alors, celles-ci vous ont été distribuées. Monsieur Morin me demande pourquoi la charte de l'élu local a été reformulée. En fait, il s'agit d'une erreur matérielle de l'administration qui nous a passé une synthèse et non pas le texte intégral qui du coup vous a été redistribué sur l'ensemble des tables. Alors, si vous souhaitez, je peux vous la relire. C'est comme vous souhaitez, chacun l'a eu. Si vous souhaitez avoir un exercice de lecture au doigt, j'ai aucun problème de vous le faire ce soir, mais c'est vraiment erreur matérielle. Et, je vous avoue, j'ai pris la fiche qui m'était donnée. Voilà. Donc ça, premier point. Deuxième point, M. Morin nous demande ce qu'il en est concernant le référent déontologue. Le référent déontologue, on est en train de le caler. Pour tout vous dire, lors du dernier mandat, nous partagions le même référent que la communauté de communes du Val-d'Essonne. La communauté de communes a décidé, comme un certain nombre d'autres communes du Val-d'Essonne, qui permettaient de mutualiser les coûts là-dessus. La communauté de communes a décidé de passer par le CIG pour ce mandat. Donc nous sommes en train d'expertiser si nous pouvons garder le même référent ou en trouver un autre, ou à défaut, nous serons amenés à passer avec le CIG, ce qui représentera le coût un coût. Voilà. Et donc c'est quelque chose qui est en cours de travail et qui vous sera proposé lors d'un prochain conseil municipal. Ensuite, Madame Bulochel m'interroge sur les questions d'affichage, en me demandant pourquoi depuis un an je ne communique pas un arrêté sur les points d'affichage, me demandant si j'ai l'intention de prendre un arrêté permanent concernant des panneaux d'affichage dans la commune, me demandant si je souhaite prendre un arrêté temporaire autorisant l'affichage sur les palissades de chantier, et enfin me demandant si je souhaite un renvoi aux commissions environnement et urbanisme pour travailler sur ce sujet. Alors tout d'abord, depuis plus d'un an, je n'ai pas remarqué avoir de demande ORAR jusqu'à maintenant. Vous nous avez saisi sur une remise en main propre de votre demande le 30 mars dernier. Je vous ai répondu par un courrier du 8 avril qui a dû partir, je pense, aujourd'hui, soit 9 jours après votre demande. Concernant la question d'un arrêté permanent, quand ça n'appelle pas de réponse, si vous posez vos questions formellement et je vous y réponds. Voilà. Concernant la question de l'arrêté permanent, il en existe un depuis 2014 qui est conforme aux obligations légales de la commune. Concernant un éventuel arrêté temporaire sur les palissades de chantier, je ne suis pas convaincu que la pollution visuelle que ça génère. Il y a quand même un certain nombre de portes de Paris, quand on sort du périphérique, qui donnent envie de vivre à côté à certains. Est-ce que cela est de nature à embellir ou à valoriser la commune? Je n'en suis pas certain. Alors certes, ça permet d'avoir Monsieur Philippot ou Monsieur Asselineau qui s'affiche, parfois une députée au milieu des œufs de Pâques, posant telle une cloche au milieu de tout cela, parfois une sorte de bras d'honneur stylisé sur un fond rouge, que sais-je, mais tout ça en affichage sur des panneaux de chantier, c'est vraiment quelque chose qui donne un caractère absolument effroyable à la commune. Enfin, évoquer le sujet en commission. Pour le coup, ainsi que je vous l'ai indiqué, j'essaye moi-même d'éviter de siéger en commission pour ne pas planter les débats et permettre que les travaux se fassent en toute quiétude, sans aucune polarisation. Si la commission le souhaite, je n'y vois pas, pour ma part, d'inconvénient. Voilà. Ceci étant dit, je vous remercie de vos travaux et je vous souhaite à toutes et tous une très belle fin de journée.